Je suis Josiane Corusi et je n'ai pas participé à tous ces débats qui ont donné lieu à ces séminaires parce que j'ai dû faire autre chose lors de certains séminaires, mais on m'a demandé, puisque je travaille dans la violence conjugale depuis 25 ans maintenant, on m'a demandé de conclure sur cette question de la violence conjugale qui a fait partie de l'ensemble des séminaires sur les violences de genre de violence. Et donc, en deux mots, je dirige la SBL Solidarité Femmes et Refuge pour femmes battues à la Louvière, qui existe depuis maintenant 33 ans. J'ai fait le compte. Et donc une association qui s'est créée pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur couple et leurs enfants, et qui existe toujours dans cet esprit-là et dans cette spécialisation-là. Et donc moi, je la dirige depuis 7 ans et j'y travaille depuis 25 ans comme intervenant psychosocial, juriste, etc. Donc je suppose que c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé d'être là aujourd'hui. Et on m'a demandé de faire une conclusion sur la question des violences conjugales et donc de mettre en discussion avec vous une série de réflexions, peut-être une série de pistes d'action autour de ces questions des violences conjugales qu'on peut inclure dans les violences de genre. Justement, si on en revient à la violence de genre que peut être la violence conjugale, je ne sais pas si vous la lisez d'ici. Ça se lit bien ? Je ne sais pas si je vais la mettre plus grand, parce que je l'avais en PowerPoint, mais je ne sais pas, je l'ai égaré. Donc, je vais la lire avec vous, parce que c'est important. Nous avons un cadre en Belgique quand même. Un cadre qui n'est pas que francophone. Oh, pardon, c'est vrai, j'ai l'habitude moi, de parler un peu comme ça devant le public. Donc. Nous avons en Belgique un cadre juridique, je ne dis pas juridique, c'est pas juridique ça, mais un cadre. Parce que l'État belge s'est doté d'une définition, qui est une définition évolutive, mais une définition opérationnelle aussi, une définition des violences conjugales. Pour quelle raison l'État belge s'est-il doté d'une définition des violences conjugales ? Eh bien parce que depuis 2001, en Belgique, vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, l'État belge, suite à la signature qu'il a eue à Pékin lors de la grande conférence de l'ONU sur les violences faites aux femmes en 1995, 6 ans plus tard, l'État belge a décidé de mettre en œuvre ce qu'il a signé, à savoir faire des plans nationaux pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc le premier plan national en Belgique avait le jour en 2001, sous la houlette de Laurette Tonkelings à l'époque. On n'est quand même pas si loin de ça, hein, ça fait à peine 11 ans. Et donc les premiers plans nationaux, c'était un petit peu bizarre, parce que moi qui suis intervenante psychosociale dans l'associatif, etc., depuis longtemps, quand je lisais ces plans, j'avais l'impression de voir un catalogue de bonnes intentions, assez disparates, où les ministres s'engageaient avec bonne volonté, en fonction de leur ministère, de leurs compétences, un certain nombre de choses à faire, pas très bien quoi. Donc ça avait l'air un peu foufouille, un peu fourre-tout. Et c'est quand même en 2006, après quand même avoir consulté l'associatif, le terrain, etc., que les gouvernements belges se sont dit, mais quand même, ça a l'air de bon sens comme ça. Mais si on veut faire un plan pour lutter contre les violences conjugales, il faudrait peut-être d'abord définir ce que c'est les violences conjugales. Parce que si on veut faire un plan d'action, il faut savoir sur quoi on agit. Donc, ça paraît de bon sens, hein, mais ça n'avait pas traversé jusque-là. Donc en 2006, discussion interministérielle, et ça a donné ça. Et c'est assez novateur quand même. Les violences dans les relations intimes. Donc tous les gouvernements, hein, fédéral, communautaires, régionaux, des deux côtés de la frontière linguistique, ont adopté cette définition-là. Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre. Déjà, on reconnaît que la violence conjugale, c'est un processus de domination. Et pas des conflits de couples qui tournent mal avec des problèmes de communication ou des gens malades qui interagissent, on ne sait pas très bien pourquoi, qui ont un problème de santé mentale. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Le gouvernement poursuit en disant « Il apparaît que dans la grande majorité des cas, les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes des femmes. Les violences dans les relations intimes sont donc la manifestation dans la sphère privée des relations de pouvoir inégales entre les femmes et les hommes, encore à l'œuvre dans notre société.
Non, ce n'est pas une secte féministe qui a pondu ce texte, c'est bien notre gouvernement. Donc, en Belgique, pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a une reconnaissance que la violence conjugale figure parmi les violences de genre. Donc c'est quand même intéressant de le savoir, parce qu'on est toujours... Je me rends compte que quand je discute sur cette question-là, il y a toujours des pour et des contre. Hein, la violence conjugale, on dirait qu'elle est à part des autres formes de violence. Autant on va reconnaître que les violences, les mariages arrangés, les mariages forcés, les mutilations sexuelles génitales, c'est de la violence de genre puisque c'est les femmes qui en sont victimes, autant quand il s'agit de violence conjugale, on se dit, mais non, il y a autant de femmes que d'hommes violents, bon sang, on n'est pas dans la violence de genre. Si on regarde les statistiques mondiales, on sait que c'est faux. Tous les pays du monde qui ont fait des études démontrent par A plus B que la majorité des victimes, ce sont quand même encore des femmes. Donc, on peut quand même pas... on peut remettre en cause les statistiques, ça c'est vrai. On peut remettre en cause les statistiques aussi, on peut tout remettre en cause. Hein. Oui, mais c'est les féministes qui ont fait les études, c'est biaisé, etc. Donc, j'ai déjà tout entendu quand on parle des violences conjugales. Mais bref, si on s'en tient aux chiffres, si on s'en tient quand même... si nous, les professionnels de l'aide sociale, autour de cette question, nous avions les moyens de rassembler nos chiffres de population, on se rendrait compte aussi que nos réalités professionnelles, c'est quand même les femmes et les enfants. Et qu'effectivement, ça n'exclut pas que des femmes puissent être auteurs de violences aussi. Mais ça n'est pas une violence structurelle comme celle que vivent les femmes actuellement. Encore maintenant. En Belgique. Donc, on a toujours tendance à la violence, c'est là-bas, c'est la question de culture, c'est dans d'autres pays qu'ici, l'Europe a évolué, l'égalité homme-femme existe. Évidemment, nous avons créé en Europe, il y a des lois sur la discrimination. Donc, l'égalité juridique figure quand même dans nos textes de loi. Mais est-ce que ça a percolé dans les mentalités ? Pas tout à fait, et pas encore. Alors, une des premières conclusions qu'on pourrait quand même tirer de ça, c'est que la violence conjugale étant parmi les violences de genre. Et ça, c'est une réalité qu'on devrait pouvoir porter tous ensemble et ne pas... Alors, par contre, oui, alors je vais faire une petite parenthèse quand même pour essayer d'établir un consensus parmi nous sur ce qui est partagé en violence. Malheureusement, dans les parties francophones, dans les pays francophones, on n'a pas accès à ces études-là parce qu'elles ne sont pas traduites. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller écouter à Montréal un professeur, c'est une grande vedette dans les pays anglo-saxons. Je pense que Lucie était là aussi. C'est Michael P. Johnson. Michael P. Johnson, non pas Michael Johnson, basketteur, Michael P. Johnson, chercheur à l'université de Michigan, et est arrivé à un congrès international du Centre interdisciplinaire des violences faites aux femmes à Montréal, et il était applaudi. Manifestement, tout le monde le connaissait là-bas. Nous, on découvrait ce monsieur, et vraiment, il ne parle pas français, donc et la traduction. Et puis on découvre que Michael P. Johnson, justement, a réfléchi à cette question, mais pourquoi il y a encore cette controverse sur la violence conjugale? Est-ce que c'est partagé entre les hommes et les femmes? Pourquoi est-ce qu'il y a encore toutes ces controverses? Et pourquoi on a des études parfois qui démontrent, comme au Québec, que la violence est partagée quasiment à part égale entre les hommes et les femmes? Et puis il y a d'autres études qui démontrent le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Donc il a fait une vaste recherche il a vraiment été reprendre toutes les études qui ont été menées, toutes les recherches statistiques qui ont été menées, et les a bien scrutées. Et s'est rendu compte, on pourrait dire que c'est du bon sens aussi, que les études ne mesuraient pas la même chose. Donc évidemment qu'on n'avait pas les mêmes résultats. Alors à travers cette recherche qu'il a menée, il a pu dégager une typologie en 3 parties sur les violences conjugales. Alors il y a ce qu'on appelle, il appelle une des formes de violence conjugale qui existe, c'est le terrorisme intime. La deuxième forme de violence conjugale qui existe, c'est la réaction violente. Enfin, on peut dire, voilà. Et la troisième forme de violence qui existe, c'est la violence situationnelle. Donc, terrorisme intime, violence réactionnelle, violence situationnelle. Terrorisme intime, ce sont toutes les formes de violence qui sont exercées par les hommes sur les femmes et qui ont trait à la domination, le type de violence dont on parle ici. Et là, dit-il,
la majorité, la grande majorité des auteurs sont des hommes. Elle est liée aux stéréotypes culturels, aux stéréotypes sociaux, aux identités de genre. La violence réactionnelle, c'est la majorité, ce sont des femmes qui maltraitent les hommes. Cette violence réactionnelle, ce sont des femmes qui ont vécu longtemps dans le terrorisme intime et qui commencent à devenir violentes elles-mêmes. Donc il y a cette forme de violence-là. Et la troisième forme de violence, ce sont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, enfin pas notre jargon, notre quotidien, les conflits qui tournent mal, les disputes de ménage. Et dans les disputes de ménage, il peut y avoir une symétrie des violences, et il peut aussi y avoir une asymétrie. Il y en a un qui maltraite l'autre. Donc, si nous sommes dans la sphère du terrorisme intime, on est dans la sphère du processus de domination. Et là, on peut retourner aux violences de genre. Et donc, cette violence de genre, moi, dans mon quotidien, c'est ça que je vois arriver. Je vois arriver des femmes qui sont victimes dans le cadre d'un processus de domination conjugale. Je ne vois pas des femmes qui arrivent dans des conflits qui tournent mal. C'est une femme par an pour moi. Donc, quand même. Et dans ce cadre-là, ce qui est peut-être préconisé, c'est le retour à la communication, le retour vers le thérapeute de couple qui peut peut-être aider ce couple à mieux s'entendre, à mieux se comprendre, pour éviter qu'il y ait des escalades de violences verbales et parfois même physiques, qui peuvent parfois tourner très mal. Hein, c'est pas... Dans les escalades, on ne sait jamais maîtriser tout. Hein, donc voilà. Mais la grande majorité des femmes qui viennent chez nous et qui arrivent dans les maisons d'accueil, je vois ma collègue du foyer familial qui hoche la tête, c'est le cadre de la domination conjugale. Et donc ça, c'est clairement lié à la violence de genre. Un deuxième indice qui pourrait nous aider à voir clair dans la violence de genre en tant que violence conjugale, c'est la manière dont les auteurs de violence vont justifier leurs actes. Dans les justifications, donc, qui sont obligés de donner à la police, à la justice, à leurs conjointes pour expliquer et légitimer la violence qu'ils ont exercée contre elles, on entend vraiment à l'œuvre le genre. La plupart des justifications portent sur le rôle social que la conjointe ne joue pas bien. Tu n'es pas une bonne ménagère, tu n'es pas une bonne épouse, tu n'es pas une bonne amante, tu as grossi, t'es moche, t'es plus sexy. Voilà. En gros, ça a trait à l'importance physique qu'a une femme pour un homme, au plaisir sexuel que je peux retirer d'elle, au rôle de bonne ménagère qu'elle doit jouer, qu'elle ne joue pas, ou tu n'es pas assez compréhensive, tu n'es pas assez douce, tu n'es pas assez gentille. Donc c'est normal que je m'énerve. Tu me provoques. Donc ça veut dire si tu te défends, tu me réponds, etc., tu me provoques. Donc dans le quotidien des travailleurs qui ont affaire à la violence conjugale, on retrouve vraiment très concrètement le genre à l'œuvre, chez les hommes et chez les femmes, chez ceux qui exercent la violence et c'est celles qui la subissent. Voilà, deux petits exemples comme ça pour dire que la violence conjugale est bien une violence de genre. Mais elle n'est peut-être pas qu'une violence de genre, parce que quand on est amené à aider les personnes à se réparer, on doit aussi tenir compte de leur histoire personnelle, de leurs blessures, de leur vulnérabilité, tant pour les hommes violents que pour les femmes victimes. Donc, dans le travail de réparation, on repart vers l'individu, vers ce qu'il est devenu à travers son histoire de vie. Mais, quand nous sommes amenés à interagir collectivement, est-ce que nous n'avons pas à réfléchir sur la prévention générale de la violence conjugale? Donc, le cadre social, permissif ou non, dans lequel s'exerce cette forme de violence faite aux femmes, qui n'est pas rien. Donc ce cadre social, est-ce que nous sommes assez agissants dessus? Pas encore vraiment. Dans le plan national, il y a toute une série d'axes d'intervention qui portent sur l'éducation. L'éducation, c'est la base de tout. L'éducation, elle se donne où? Elle se donne à travers la famille. Les premiers éducants, entre guillemets, c'est la famille, c'est mon milieu social proche. Mais plus je grandis, moins c'est mon milieu social proche, plus ce sont mes amis, mon entourage, l'école dans laquelle je vais m'insérer, et qui aura de l'importance pour moi. Si je suis ado, ça va être mes copains, mes éducants. Ce ne sera plus mes parents, au contraire, c'est des vieux schnocks. Donc, il y a comme ça un cadre social sur lequel il faut réfléchir et sur lequel nous devons agir. En termes de prévention générale, sur l'éducation, me semble-t-il, comment faire émerger les stéréotypes encore à l'œuvre? Comment faire réfléchir sur les identités de genre? Comment renforcer
chez les hommes la capacité à l'empathie, à la compréhension, à la douceur, et renforcer chez les femmes l'autonomie, l'indépendance, la combativité, et qu'on puisse chez les deux sexes faire un mix de toutes les qualités humaines indispensables pour la vie en société. Ça, c'est l'éducation. Et puis, il y a l'autre prévention. Il y a cette prévention générale, qui est l'éducation. Puis, on va un petit peu aller comme ça en entonnoir. Il y a peut-être aussi à faire réfléchir les jeunes sur leurs relations amoureuses. Donc, il y a des expériences en cours un peu partout. Malheureusement, dans notre État, dans notre gouvernement, il n'y a pas de structure, de subvention structurelle pour cette question. Ce sont des expérimentations qui sont faites par des associations militantes. Nous, par exemple, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on mène des actions dans les écoles, pendant tout un temps à haute échelle. On voyait plus de 1000 jeunes par an. Mais parce que nous l'avions décidé. Nous avions décidé d'attribuer, moi en tant que direction, 2 postes à cette question-là. Je ne suis pas obligée, on ne me les donne pas pour ça. Donc il n'y a pas de subvention. Les plannings sont chargés de cette mission, mais leur donne-t-on les moyens réels? On parle d'une petite animation par an sur cette question. Ça, rien, excusez-moi, mais là, c'est un peu pauvre. Travailler à la prévention, c'est pas dire aux jeunes, attention à la violence conjugale, là, oui, là, ils vont dire, oh la pauvre madame, ouais, elle est battue, elle a le beurre noir, c'est triste pour elle. Non. Travailler à la prévention, c'est faire réfléchir les jeunes très tôt, parce que ça commence très tôt, et je vous dirai pourquoi après, on a quand même une étude qui le montre bien, très tôt, à comment ils vont faire, comment ils vont agir dans leurs relations intimes. Et pourquoi très tôt? Parce que, quand même, ce qui vient étayer ça, c'est une belle étude, et je vous engage à la lire si vous ne la connaissez pas, de la Direction de l'égalité des chances à la communauté française, en 2007, qui a fait une étude assez importante, puisque c'est plus de 3000 jeunes qui ont été interrogés, de 14 à 25 ans. Et le chiffre inquiétant, c'est que 90% des jeunes qui ont été interviewés ont à connaître de la violence psychologique, à savoir du contrôle de l'autre. Contrôle du GSM, contrôle des vêtements, contrôle des amis, contrôle. En tant qu'auteur ou en tant que victime. 90% des jeunes, moi quand j'ai vu ce chiffre, ça m'a sidéré. Donc, ça veut dire que dès le début de leur vie intime, les jeunes se sentent légitimes de contrôler l'autre. Mais le contrôle, c'est bien la base des violences conjugales, puisqu'on est dans un processus de domination. Donc, si on n'agit pas là-dessus, on laisse faire un certain nombre de choses et on laisse banaliser, on laisse légitimer des comportements qui vont trouver alors leur normalité à l'âge adulte. Alors, ce qui est aussi, et là le genre rattrape un peu cette question, c'est que si tout au début, des jeunes vers 13-14 ans, ils sont à part égale entre filles et garçons à exercer du contrôle, plus on avance en âge, plus on voit que les statistiques rattrapent la réalité de genre. Les contrôlants, ça devient beaucoup plus les garçons que les filles. Donc vers 18 ans, il y a beaucoup plus de garçons qui contrôlent les filles que de filles qui contrôlent les garçons. On dirait que la société, dans l'éducation générale, je ne sais pas le cadre général, il y a des réalités qui se font jour. Donc, quand même, on est toujours dans la violence de genre. Cette prévention-là, elle est nécessaire. Il faut que nous agissions, il faut que nous demandions des moyens pour travailler cette question-là. Il y a déjà des outils qui existent, il y a plusieurs. Si on rassemblait un peu tous les outils qui existent, on se rendrait compte de la richesse du terrain sur cette question. Seulement, on ne questionne pas toujours le terrain, donc voilà. Et que l'associatif est quand même le pilier de l'action publique. Hein. Bon, on devrait quand même reconnaître que l'associatif, sans l'associatif, je ne sais pas si le public, l'État pourrait fonctionner et pourrait agir sur un certain nombre de questions sociales cruciales. Hein. Donc on compte quand même sur nos bonnes volontés souvent, sur notre militantisme, qui n'est peut-être pas suffisant. Peut-être qu'on devrait se doter de moyens financiers aussi pour faire ça. On devrait aussi, je pense, demander qu'il y ait plus d'études sur ces questions-là. Actuellement, en Belgique, on est vraiment un parent pauvre hein, de la recherche en violence conjugale. Hein. Parent pauvre. Hein. Les seules études qu'on ait, ce sont des études statistiques une fois tous les 10 ans. Donc on est à notre 3e étude statistique qui est financée par l'Institut de l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau fédéral. La dernière date de 2010, où on a des chiffres sur la violence chez les Belges en général. Ce n'est même pas sur la violence conjugale particulièrement, c'est l'expérience que les Belges ont de la violence.
La violence dans la rue, la violence voilà, un peu partout. Et donc, là-dedans, on retrouve la violence conjugale. Donc, on est un petit peu peureux par rapport à cette question. Hein. On ne veut pas la mettre en avant toute seule, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, il faudrait quand même demander de l'argent pour un peu de recherche qualitative, pas seulement des chiffres. Mieux connaître le phénomène, mieux le cerner, mieux connaître les victimes. Alors, ça, et il y a des questions émergentes aussi. Des questions émergentes dont, à mon avis, il faut se soucier dans les années qui vont venir. Cette question émergente, c'est les enfants exposés aux violences conjugales. On commence à en parler. C'est un phénomène qui n'est pas connu encore de beaucoup de professionnels, même si nous avons affaire avec ça depuis des années, dans les maisons d'accueil pour femmes victimes de violences. Actuellement, publiquement, c'est une question émergente. Mais avec un bémol, je dirais. Si on doit se soucier des enfants exposés aux violences conjugales, ça ne doit pas être au détriment des femmes victimes de violences conjugales. Parce que la question des enfants touche tout le monde. Par contre, les femmes victimes ne touchent pas tout le monde. Ne touchent pas tout le monde parce que, justement, elles sont aussi victimes des stéréotypes sociaux à leur encontre, qui les rendent responsables des violences, qui font d'elles les femmes faibles et sans personnalité, que moi, si ça m'arrivait, je m'en sortirais toute seule, etc., etc. Donc, c'est moins sympathique comme phénomène que les enfants exposés aux violences conjugales. Donc, donc, il faudrait pouvoir penser cette question en pensant la violence conjugale dans son ensemble, comme un processus de domination dont sont victimes les conjointes et sont victimes aussi les enfants. C'est un système familial dans lequel tout le monde joue. Et ce jeu-là, il faudrait le mettre à jour, mais dans son ensemble, pas de manière morcelée. La question des auteurs aussi est à creuser. Nous avons des services pour les femmes, nous avons moins de services pour les auteurs. Mais encore une fois, attention, ce n'est que la question des auteurs devienne primordiale par rapport à la question des femmes victimes. Et donc on déforce ces services pour les femmes en donnant des moyens pour les auteurs. Donc encore une fois, aborder la violence conjugale dans son ensemble, comme un système dans lequel tout le monde, il faut traiter la globalité du système, avec des moyens différenciés en fonction des personnes qui sont dans ce système. Mais tout le monde a droit à de l'aide, à de l'accompagnement. Dernière chose, enfin, non, j'ai encore plein de choses à dire, mais enfin, bon, voilà. Donc, pardon ? À côté de ça, est-ce qu'il y a suffisamment de services pour les femmes victimes de violences, pour les victimes ? Allez, on peut dire femmes, et s'il y a des hommes qui sont victimes, où vont-ils s'adresser ? Soit les hommes victimes, à mon avis, ne s'adressent nulle part. Hein. Parce que, à la maison plurielle, quand ils osent, parce que là aussi, les hommes ont été éduqués, vous imaginez, là on est à l'œuvre, on est vraiment en plein dans l'identité sociale masculine, à savoir que comment en tant qu'homme, je vais déclarer que ma conjointe m'a mis sous sa domination. On ne peut pas dire ça, on va rire de moi. Bon, pardon ? C'est honteux. Non, bah pour une femme, c'est bien, c'est normal, tandis que pour un mec, c'est honteux. Voilà, donc, voilà, l'identité sociale à l'œuvre. Donc, les services pour les victimes, est-ce qu'il y en a assez ? Il faudrait se pencher sur la question. Je dois dire que nous avons en Wallonie un gouvernement qui se soucie de cette question quand même. Hein. Même si les moyens financiers ne sont pas énormes, moi j'ai vu évoluer les moyens financiers quand même depuis 25 ans. Il faut quand même le souligner. L'action publique n'était plus ce qu'elle était. À savoir de rien, on est quand même passé à quelque chose. Donc, mais que ça ne signifie pas pour autant que ce soit suffisant. On doit réfléchir plus loin que la seule solution de l'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Actuellement, c'est « Madame, vous êtes en danger, quittez votre domicile, allez dans une maison d'accueil ». La maison d'accueil étant complète, allez dans votre famille, Madame. Enfin, c'est pas aller quelque part, quoi. Donc, restez pas là. OK. Donc, est-ce que toutes les situations de violence conjugale doivent passer par cette question-là ? Est-ce qu'on ne doit pas développer plus de services ambulatoires, à savoir des services d'accueil, d'information, d'accompagnement spécialisés ? Je dis bien spécialisés, pas tout terrain. Donc, la question des formations des intervenants sociaux est importante pour les victimes. Est-ce qu'on ne doit pas développer des lieux aussi d'action pour les enfants ? Donc, il y a encore des services qui ne sont pas là
et sur lesquels il faut réfléchir. Donc là, allons plus loin, nous, l'associatif, nous, les gens de terrain, et voilà, qu'est-ce qui nous manque? Vers quoi on devrait aller? Évidemment, tout ça demande des moyens, alors il faudra aller faire pression sur l'État, mais bon, on verra bien à ce moment-là. Hein. Définissons déjà nos besoins. Allons plus loin dans nos demandes que nous pouvons faire sur cette question-là. Donc, ensuite, que pourrais-je dire par rapport à, par rapport à ce qui devrait se développer dans l'avenir? Oui. Un dernier truc que je vous dirais, c'est nous allons de plus en plus vers une concertation nécessaire des services. À savoir que avant, on travaillait chacun dans son coin. Bon, avant, d'abord, quand moi j'ai commencé, il n'y avait rien. Donc, c'est pas qu'on voulait travailler tout seul dans son coin, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'interlocuteur en face. Donc, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de services se développent. Un certain nombre de services ont à connaître de cette problématique. Donc, ce qui se passe en région wallonne, c'est que la région wallonne a quand même décidé qu'il y a une volonté de l'État wallon, enfin des services publics wallons, de former l'ensemble des intervenants qui ont affaire avec cette question, parce que la région wallonne veut que les personnes se spécialisent. Et donc, quand on reçoit une victime, on ne la reçoit pas dans un service généraliste où on n'a pas une bonne connaissance de la problématique. Donc, il y a déjà cette question de la spécialisation des services. Mais de plus en plus maintenant, on a des services qui se spécialisent et qui sont chacun dans leur coin. Alors, on voit se constituer, c'est vraiment émergent du terrain, hein, que les services se mettent ensemble pour faire des espèces d'espaces de concertation. Donc, c'est vraiment... depuis quelques années, il y a des petites plateformes qui se créent, il y a des petits lieux, des petites commissions, des petits espaces de rencontres entre les professionnels. Tout ça est quand même relativement neuf. Hein. Moi, quand j'ai commencé à 25 ans, tout ça n'existait pas. Hein. Donc, on sent que les professionnels ont besoin de se regrouper et de travailler ensemble. Donc, cette question de travailler ensemble autour de la violence conjugale, si on entend que la violence conjugale est un système, hein, s'inscrit dans un système dans lequel il y a toute une série d'acteurs, et que cette question, il faut la traiter de manière systémique. C'est vrai qu'on a besoin de la concertation des acteurs qui ont chacun un mandat différencié et qui traitent d'une partie du problème. La police va traiter d'une partie de la question. La maison d'accueil va traiter d'une partie de la question. La justice va traiter d'une petite partie de la question. Un service pour auteur va traiter un auteur. Alors, est-ce qu'on doit continuer à faire des puzzles, hein, ou est-ce qu'on doit rassembler le puzzle pour faire une page globale dans laquelle les services interagissent en fonction de leurs limites de mandat? Pourquoi interagir? Aussi, ça c'est une question qui émerge, que moi je ne rencontrais pas souvent avant. Maintenant, on commence à se préoccuper de la dangerosité de la violence conjugale. Avant, je n'entendais pas souvent parler de la dangerosité, en disant, mais ce n'était pas une question qui était abordée publiquement. Actuellement, publiquement, on commence à se questionner, à mettre cette hypothèse en avant. Mais la violence conjugale, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'il y a de la violence, justement. Donc, qu'elle se passe dans l'intimité d'un couple, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent regarder tous les jours dans l'intimité d'un couple. Donc, la violence se nourrissant de l'isolement et du silence, c'est particulièrement dangereux, justement. Plus dangereux que des violences qui se passent publiquement dans la rue. Parce que là-dedans, qui vient mettre son pied? Qui vient stopper? Donc, cette question est fondamentale. Et quand on doit collaborer entre services, on doit se poser cette question. Pourquoi aussi on doit collaborer? Notamment parce qu'à un moment donné, on est en alerte. On est en alerte devant une situation dont on estime qu'elle pourrait mal se terminer. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, qu'elle pourrait amener de la destruction, qu'elle pourrait amener vraiment des blessures graves pour les personnes sur le plan psychique, physique et autres. Et donc, cette question de la dangerosité, elle doit se traiter en concertation entre les acteurs de terrain. Si moi je suis dans une maison d'accueil, que j'ai une femme victime de violence conjugale, dont le conjoint commence à téléphoner tous les jours, parce que le conjoint, il essaye que sa femme revienne. Ça, c'est systématique. Hein. Bon. Je n'ai jamais vu un conjoint qui n'essaye pas de reprendre contact avec sa conjointe. Parce que l'objectif du conjoint dominant, c'est de retrouver l'équilibre qu'il avait avant. Il n'a pas envie qu'elle s'en aille. Lui, c'est elle qui veut s'en aller. Lui, il ne veut pas qu'elle s'en aille. Donc, si elle part, c'est contre le gré de son conjoint. Donc, systématiquement, il y a tentative de reprise de contact. Avant les GSM, c'était assez difficile.
c'était un peu plus compliqué. Maintenant qu'il y a les GSM, c'est assez simultané. Hein. Donc, reprise de contact. Et la dame, cette fois-ci, après, c'est peut-être son 4e départ, voilà, quand même, essayer de continuer la vie commune, ou elle décide d'aller un peu plus loin. Elle dit, mais là, je ne sais pas, je n'ai pas tellement envie de rentrer. Et j'ai peur, je veux prendre le temps de réfléchir. Et donc, et elle le dit à son conjoint. Mais ça ne fait pas son affaire. Parce qu'elle ne se comporte pas comme d'habitude. D'habitude, elle revient quand il lui dit « je t'aime, je ne le ferai plus, je ne recommencerai plus, je vais me soigner, tout va aller bien, ma chérie ». Cette fois-ci, elle ne comprend pas bien. Donc, désarroi du conjoint dominant. Et le problème, c'est que, et ça, Praxis, mes collègues de Praxis qui traitent les auteurs vont vous le dire mieux que moi, les conjoints dominants, ils ne vivent pas leur souffrance intérieure à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils la font vivre aux autres. Donc, cette violence, cette souffrance qu'ils vont avoir du départ de la conjointe, de se retrouver tout seul, etc., ils vont la mettre en acte. Et donc, ils vont se réactiver. Et de « ma chérie, reviens », c'est « si tu ne reviens pas, je tue tout le monde, je me suicide ». Donc, et on voit une espèce d'escalade. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, maison d'accueil, quand on est confronté à ça? On laisse le monsieur arriver avec une arme? On fait garde du corps de la conjointe 24 heures sur 24 pendant qu'elle est chez nous? Fait quoi? Et une fois qu'elle est partie de chez nous, qu'est-ce qu'on fait si elle décide de prendre un appartement pour elle toute seule? Et qu'est-ce qu'on fait? On joue, quand elle sort, elle met une perruque et des lunettes noires. Enfin, on joue à cache-cache avec le conjoint pour qu'il ne la retrouve pas. On la change de maison d'accueil en maison d'accueil quand il la retrouve. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On sait que la situation est de plus en plus dangereuse, que le conjoint est de plus en plus énervé, qu'il est de plus en plus en désarroi, qu'il menace de passer à l'acte. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben tout seul, on ne fait rien. Et voilà. C'est là qu'est le problème de la concertation. On a besoin des autres, là. On a besoin d'autres personnes qui sont concernées par la situation aussi. On a besoin que quand madame va déposer plainte pour harcèlement, quand nous allons dire à la police, nous aussi on est harcelés par monsieur qui nous suit partout, parce qu'il a retrouvé notre bureau d'accueil qui n'est pas la maison d'accueil, un monsieur actuellement d'ailleurs, c'est un cas vécu, il nous suit partout. Hein, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la police va nous prendre au sérieux ou pas? On a besoin d'un interlocuteur qui nous prenne au sérieux. On a besoin que le magistrat soit vite averti de cette situation et que monsieur soit rapidement interpellé pour mettre un petit frein déjà à son énervement. On a besoin peut-être que nos collègues de Praxis téléphonent à monsieur pour essayer de lui parler. Hein, parce que monsieur a besoin de parler à quelqu'un. Souvent, ces auteurs-là, ils sont aussi isolés que leurs victimes. Hein. Donc voilà la concertation, là où elle est nécessaire. Quand on est dans l'impuissance tout seul. Et souvent, les violences conjugales, elles nous mettent dans un certain nombre d'impuissances. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller parler à monsieur nous-mêmes. Mais monsieur nous déteste, hein. On est les alliés de madame. D'ailleurs, ce monsieur-là particulièrement dont je vous parle aujourd'hui, nous avons pris possession de sa femme pour lui. Il nous a écrit récemment en nous disant « Je ne comprends pas, depuis qu'elle est chez vous, ma femme a changé. Je ne la reconnais plus. Vous lui donnez sûrement des médicaments. Vous devriez cesser d'agir comme ça. Vous nuisez aux familles. Je vais vous dénoncer à la police. » En gros. Oui, mais c'est rigolo, c'est pas rigolo. C'est dangereux à crever. Je vous assure. Ça ne nous a pas fait rire. On s'est dit « Ouh là là !» Donc, si nous ne sommes pas les interlocuteurs de monsieur, nous ne pouvons pas être les interlocuteurs de monsieur. Il nous traite en ennemis, là. Nous sommes ses ennemis parce que nous détenons sa femme, entre guillemets. Alors, qui peut prendre en charge ce monsieur? Qui peut l'aider? Qui peut le stopper dans l'escalade de la violence qui est en train de se monter lui-même? Il est en train de se monter un scénario où sa femme ne va pas revenir, où nous la détenons, et on l'entend tous les jours au téléphone, ça augmente. Comment faire cesser ça? Nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Donc nous avons besoin des autres. La concertation, c'est ça. Et ça, c'est l'avenir de notre travail aussi, au quotidien. Je vais rester là parce que moi, je peux vous parler encore 25 ans, mais bon. Je vais peut-être m'en mêler les pinceaux. Je crois que j'ai fait, en gros, il me semble, j'ai balayé un peu l'ensemble des axes qui seraient intéressants de travailler, à mon sens, bien sûr. Hein. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas abordés, que vous aurez envie d'aborder, peut-être ici ou à un autre moment, ou je ne sais pas si on a un moment de discussion, ou s'il y a d'autres intervenants qui doivent intervenir.
Après-midi, ça va, ok. Donc voilà. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis...